Bonsoir, nouveau numéro de Sans Interdit, votre émission d'analyse, de réflexion et d'opinion que nous consacrons ce soir aux idées d'extrême droite et à leur corollaire, immigration, repli, protectionnisme et donc rejet de l'autre, avec à mes côtés Elie Chouraki qui ne manquera pas de donner son opinion sur toutes les questions du jour. Bonsoir. Bonsoir. La campagne électorale ne fait que commencer, mais pourquoi ? Comment ? Ces idées ont-elles franchi le seul biotope de ceux qui s'en nourrissaient ? Elles occupent l'espace électoral, l'espace médiatique, elles font monter les audiences, gonfler les débats. Et comme ce niveau de rejet est proportionnel au fil de migrants qui grattent aux portes de l'Europe, derrière des barbelés, eh bien nous avons voulu en débattre ce soir avec Bernard-Henri Lévy, le philosophe, cinéaste et l'invité d'honneur exceptionnel du Festival du film juif de Jérusalem, où il présente son dernier film. Et le titre en est déjà une promesse, une autre idée du monde. Il y a des endroits sur Terre qui n'ont pas nos choix. Bernard-Henri Lévy s'est rendu sur le terrain à la rencontre de femmes, d'hommes, d'enfants malmenés par la guerre, l'exode, la pauvreté. Nous serons heureux d'entendre son point de vue et ses explications. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, c'est Sylvain Kahn qui entrera dans la danse, professeur agrégé d'histoire, docteur en géographie. Il vient de réactualiser son livre sur l'histoire de la construction de l'Europe, de 1945 à nos jours, au PUF. Nous voulions son point de vue parce que ce phénomène de normalisation des idées d'extrême droite n'est pas circonscrit qu'à la France. En Europe aussi, des personnages sont sortis du chapeau des médias pour occuper l'espace politique. Et en Europe aussi, certaines démocraties sont devenues illibérales. Et puis enfin, on entendra le point de vue de notre blogueur politique, le jeune Victor Voilet, normalien et agitateur du site Le Vent se lève. Messieurs, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup. Vous avez tweeté: peu de récompenses pourraient à ce stade de ma vie me faire plus d'honneur. Et vous parlez bien évidemment du fait d'être l'invité d'honneur du Festival du film juif de Jérusalem. Est-ce que c'est le mot juif ou est-ce que c'est le mot Israël qui vous remplit de joie comme ça ? Être ainsi honoré en Israël et à Jérusalem, et par mes pairs à Jérusalem, par des cinéastes, par des intellectuels, est pour moi un très très grand bonheur, une très grande joie. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ému d'être ce soir à Jérusalem pour présenter ce film, qui est le film de ma vie probablement. Je suis pas sûr que j'en ferai un autre de cette qualité, de cette ambition. Et pour moi, c'est pas un achèvement parce que la vie est encore longue. La vie est longue, oui. Mais c'est un grand achievement au sens anglais du terme. Voilà. Alors, on va vous demander tout à l'heure pourquoi c'est important pour les Israéliens. Mais Elie Chouraki a une question. Alors non, moi j'ai pas de question. Bernard, j'ai écrit je suis pas toujours de ce côté-là du terrain, mais comme j'ai vu le film, j'ai écrit une critique. J'ai trouvé le film remarquable, donc je veux que cette critique soit entendue. Vous mettez, Bernard, avec ce film en face de nous-mêmes, de nos insuffisances, de nos affrontements. Vous nous faites regarder dans le miroir de nos âmes, et le spectacle que nous offrons, le spectacle de nous-mêmes, n'est pas des plus beaux. Certains disent que vous vous mettez en scène. Veste impeccable, chemise d'un blanc immaculé. Un jour, nous en avons parlé, et je vous ai dit, plutôt que la mort, donc tu préfères le négliger. Plutôt que le négliger, tu préfères la mort. Et tu m'as dit oui. Vous m'avez dit oui. Et certains vous le reprochent, mais je demande à ces certains d'aller sur les zones de guerre avant de commenter la façon dont vous avez de nous les présenter et de vous adresser au monde. La vraie question que pose le film, c'est celle de notre capacité à aimer les autres. C'est une question qui vous taraude, je pense, depuis longtemps, et s'intéresser à ce monde. Nous vivons dans un basculement sociétal, dans un égoïsme mondain qui préfère le commentaire à l'action. Ceux qui font, en France en tout cas, sont critiqués par ceux qui ne font rien. C'est ainsi, on n'y peut rien. Mais les commentateurs se perdent dans les émouriades, les Covid shows, les LA, on va tout changer, le wake-up, les races. Le spectacle politique est lamentable. Et vous faites un film. Vous faites un film qui est important pour nous remettre les pieds sur terre. Personne ou presque ne parle plus de ce qui se passe au-delà des frontières. Peut-être parce que ça n'intéresse plus personne. Pourquoi est-ce qu'on se bat au ginger alors qu'on se bat en France ? Et vous vous demandez même dans le film, en ai-je fait assez ? Et pourtant, si chacun d'entre nous faisait un peu plus, un peu comme vous, ça part peut-être
peut-être parviendrons-nous à quelque chose, à changer la mort en vie, la haine en amour. Voilà, Bernard, je dis ça sur vous, je suis ému. Et certains que vous détestez vont me reprocher de parler comme ça de vous, mais je les emmerde parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour vous. C'était à mon tour d'être très ému, cher Elie Chouraki. Non, ouais, réellement. Voilà, c'est... Venant de vous, ces mots-là, cette intelligence de ce que j'ai tenté de faire. En effet, vous savez, moi je suis un Français, un philosophe et un juif lévinassien. Donc pour moi, la question de l'autre, la question de se faire l'otage d'autrui, la question de se faire l'hôte de l'autre homme est pour moi centrale dans ma conception de l'humanisme et dans ma conception du judaïsme. Et ce film, Une autre idée du monde, c'est ça qu'il essaie d'illustrer. L'autre idée, celle qui me dégoûte, celle dont je ne veux plus, c'est cette idée claquemurée, fortifiée, égoïste, communautarisée, dans laquelle trop de nos compatriotes et de nos contemporains se complaisent. Et ce film, il plaide, j'espère, avec enthousiasme, enfin certainement avec enthousiasme, mais en tout cas avec beaucoup d'énergie pour l'idée inverse. Et pour moi, être juif et être un être humain, c'est ça. Bernard-Henri Lévy, vous avez toujours soutenu Israël dans son droit à se défendre. Le pays aujourd'hui est doté d'un nouveau gouvernement dans lequel il y a notamment un ministre arabe. Quel regard portez-vous sur ce nouvel Israël qui se profile ? Moi, vous savez, mon premier regard déjà, c'est avant d'en venir à ça. Moi, ce qui me choque depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis mon premier voyage en Israël, au 7e jour de la guerre des 6 jours, ce qui me choque, c'est le 2 poids et 2 mesures dont Israël est victime. Lorsqu'il y a un Palestinien arrêté à un checkpoint et parfois une tragédie concernant un Palestinien, le monde entier est informé. Et moi, ce qui me révolte, c'est que quand il y a des centaines de milliers de chrétiens du Nigeria, quand il y a des centaines de milliers de civils à Mogadiscio qui sont victimes de l'islamisme radical, qui sont victimes de Daesh et de Al-Qaïda, ça n'intéresse personne. Pourquoi est-ce que un mort palestinien, ça met le feu à la planète? Et pourquoi des centaines de milliers de morts nigérians, syriens, soudanais ou somaliens, lorsqu'ils sont les victimes de leurs compatriotes et souvent d'islamistes radicaux, pourquoi est-ce que ça passe sous les radars? Moi, j'ai fait un film aussi pour ça. C'est pour illustrer. Non, je sais pourquoi vous avez fait le film. Mais à votre avis, pourquoi on n'en parle pas? Ou moins, voilà. C'est ça la question. Moi, je vais répondre peut-être pour Bernard à la question pourquoi. On n'en parle pas. Après vous, Bernard. Allez-y, Bernard-Henri. La question, c'est la haine d'Israël. Lorsqu'Israël peut être embarqué dans une opération de dénonciation, quand la figure du coupable est une figure juive, lorsqu'on peut incriminer le sionisme, tout le monde se jette sur l'histoire. Quand c'est une affaire entre Nigérians islamistes et Nigérians chrétiens, tout le monde s'en fout. Quand ça peut permettre de bastonner un juif ou l'État des juifs, alors une grande partie du monde est content et ça fait la une de l'actualité. Eh bien moi, cette idée-là, ça fait 50 ans qu'elle me rend dingue. Et j'ai fait ce film-là pour ça. Aussi, je l'ai fait d'abord pour défendre en effet celles et ceux que je considère comme mes frères et qui sont l'objet d'une persécution sans limite, mais accessoirement, je ne suis pas mécontent d'avoir montré cela. J'aimerais qu'on s'intéresse à cette jeune femme
kurde, syrienne, que vous voyez sur l'affiche de mon film, cette jeune combattante, cette féministe qui considère que le féminisme se mène, le combat féministe, les armes à la main. J'aimerais qu'on la considère autant et qu'on fasse autant attention à elle qu'une militante pro-palestinienne d'un campus américain qui va se livrer à je ne sais quelle provocation. Voilà, ça c'est mon combat. Élie ? Et j'ajoute que c'est ça l'état du monde. C'est ce que vous montrez dans le film très bien, et c'est pour ça que le film m'a touché. C'est ça l'état du monde. C'est l'état du monde. Vous savez, on dit toujours que lorsque les Juifs sont mis... j'adore cette phrase, quand on dit du mal des Juifs, faites attention, tendez l'oreille, on parle de vous. L'état du monde est ça. Ce qu'on vit en France en ce moment avec les élections présidentielles, c'est ça. C'est-à-dire que tout nous paraît... désuet, tout n'est plus qu'un mélange de mensonges et de détestation. On ne s'intéresse plus à rien d'autre qu'à son entre-soi, qu'allons-nous devenir, pourquoi nous, et on ne parle plus que de nous. Le problème, c'est que les Juifs, eux, ont continué à parler d'eux-mêmes. Bien sûr, mais à parler surtout des autres. Et c'est ce qui fait la force de ce peuple qui, en continuant à se défendre contre ceux qui le détestent, continue à parler des autres. Et je pense que si le monde, et peut-être aussi grâce à des films comme celui de Bernard ou à des films que j'essaie de faire modestement aussi, si le monde prenait le temps de s'intéresser aux autres qu'à eux-mêmes, à ce moment-là, peut-être qu'il changerait. Bernard, vous savez, cher Élie Chouraki, cher Valérie Abécassis, il y a l'une des idées les plus insistantes qui reviennent dans les grands textes juifs et dans les commentaires talmudiques, depuis Rachi jusqu'aux maîtres talmudiques les plus tardifs, est l'idée suivante. Être juif, c'est être capable de lire la Torah, être capable de lire chaque verset de la Torah, être capable de lire chaque lettre de chaque verset comme si elle avait cette lettre, ou comme s'il avait ce verset, 70 visages. Tous ceux qui connaissent un peu la pensée juive savent ce que je veux dire là. Lire la Torah comme si elle avait 70 visages, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si elle s'adressait aux 70 nations, donc à l'ensemble de l'humanité. Être juif, c'est originairement, textuellement, au plus profond du cœur battant du judaïsme, s'adresser aux nations. Ça n'a pas d'autre sens, être juif. Ça veut dire escorter en secret, parfois, et parfois publiquement, le reste des nations sur le chemin de leur propre rédemption. C'est ça la singularité. Être juif, c'est pas convertir les autres nations, mais c'est pas non plus y être indifférent, c'est être là comme une sorte d'escorte discrète pour les accompagner dans le chemin de leur propre participation au salut de ce monde. Bernard Henry. C'est cela. Le cœur. J'ai une question, pardon. Parmi les reportages que ne vous montrez pas dans votre film, il y a le reportage Impossible à Gaza. Je voudrais, Bernard-Henri Lévy, que vous nous expliquiez pourquoi vous avez voulu y aller et pourquoi vous n'avez pas pu y aller. Vous savez, il y a pourquoi j'ai pas pu y aller. Enfin, pourquoi je n'y suis pas allé, il y a deux raisons. La première, c'est que moi j'ai une règle. Quand je vais en Afghanistan, juste avant l'arrivée des talibans, quand je vais en Somalie, tout ce que vous avez vu dans ce film, c'est de pouvoir travailler librement. C'est de ne pas être fliqué par un gouvernement ou par une administration totalitaire, policière, omniprésente. Ça, c'était impossible à Gaza. À l'instant où j'aurais mis le pied sur le territoire de Gaza, j'aurais été absolument surveillé, contrôlé par des flics du Hamas, premièrement. Puis la deuxième raison, c'est qu'en vérité, j'en avais moyennement envie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'en ai marre d'entendre que la chose la plus importante au monde, c'est le conflit entre israélo-palestiniens. J'en ai marre d'entendre que la planète entière tournerait autour de cette affaire-là.
Je sais, moi, qu'il y a tellement de guerres, 1000 fois plus importantes. Je sais qu'il y a tellement de guerres immensément plus meurtrières. Je sais qu'il y a tellement d'armées de salauds qui font la guerre d'une manière immorale, alors que quand Israël est amené à faire une guerre et astreint ou contraint à la guerre, Israël le fait de manière incroyablement mesurée et démocratique. Donc, au fond, sauter l'étape Gaza, ça m'a fait assez plaisir. Montrer aux gens qui à New York, qui en France et qui désormais en Israël vont voir ce film, qu'il n'y a pas que le conflit israélo-palestinien au monde, qu'il y a en Syrie des Arabes qui massacrent d'autres Arabes, qu'il y a en Somalie des islamistes qui massacrent des musulmans modérés, et tout ça, ça se compte pas en centaines de morts, mais ça se compte en dizaines de milliers, parfois en centaines de milliers de morts. J'étais pas fâché aussi de faire cette démonstration. Donc, quand j'ai compris que Gaza c'était compliqué, que je ne serais pas un maître sans être fliqué, je me suis dit après tout, ça tombe bien, je saute l'étape Gaza, et je suis parti d'ailleurs à ce moment-là, comme je le raconte dans le film, parce que le film c'est mon journal aussi, c'est le making-of de cette aventure, je suis parti en Somalie. Et on revient à cette définition. Tout le monde fait des reportages. Pardon Bernard, on revient à cette définition que vous donniez des Juifs, c'est-à-dire qui s'intéressent aux autres, qui parlent aux autres, et en opposition, je pense, à ceux qui ne parlent plus aux autres. C'est-à-dire qu'on a un monde, j'ai envie de dire, pro-islamiste. On va employer les mots qui fâchent, cette gauche pro-islamiste qui, tout d'un coup, maintenant muselle le langage, muselle la parole, interdit une pensée qui soit différente de la sienne. Parce qu'on va parler tout à l'heure de l'extrême droite, et c'est vrai qu'il faut condamner évidemment l'extrême droite, mais on ne peut plus aujourd'hui, je pense, condamner l'extrême droite sans condamner l'extrême gauche. On ne peut plus penser à... Ni hier... Ni hier, ni aujourd'hui. Ni hier, ni aujourd'hui. J'allais dire, on ne peut plus penser... Moi, là encore... Allez-y Bernard. Je veux pas trop accuser mon grand âge. Tout à l'heure, je parlais de mon premier voyage en Israël en 67. Mais enfin, mon premier livre, il y a 45 ans, qui s'appelait La barbarie à visage humain, il ne disait rien d'autre que cela. La première phrase de ce livre de jeunesse, c'était « Je suis l'enfant naturel d'un couple diabolique, le fascisme et le stalinisme. Je n'ai pas changé d'avis. » Alors, c'est plus le fascisme et le stalinisme, c'est l'extrême droite et l'islamo-gauchisme, mais pour moi, ce sont des jumeaux. Et il faut s'y opposer avec une égale énergie et ne surtout pas céder au chantage des uns ou des autres. Voilà. Alors, ça, c'est la grande erreur des intellectuels des générations précédentes, c'est de céder au chantage de la droite qui dit « Attendez, le danger principal, c'est l'extrême gauche », et céder au chantage de la gauche qui dit « Attendez, le danger principal, c'est l'extrême droite ». Le danger principal, c'est les deux. Ils se nourrissent l'un l'autre. Ce sont deux jumeaux gloutons qui se nourrissent chacun de la substance de l'autre. Bernard-Henri Lévy, vous avez vu beaucoup de choses depuis 71, d'après ce qu'on a pu lire, votre premier reportage. Est-ce que vous avez noté parmi les pays que vous avez couverts, est-ce que vous avez noté que la plupart des atrocités qui étaient commises au nom d'un islamisme radical? Et en cela, voilà, quel est votre rapport à ça? Parce que ce sont finalement des islamistes qui tuent des Arabes. Oui. La plupart, pas toutes. Il y a une séquence du film dont je suis très fier. Je suis l'un des rares, je crois, reporters à avoir remonté l'entièreté de la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie face aux chiens de guerre de Poutine. Et là, c'est pas des islamistes. Non, mais enfin, à part ça, c'est le Nigeria, la Somalie, la Libye, l'Afghanistan, le Kurdistan. Voilà, c'est pour ça. Le Nigeria, c'est un massacre ignoré de chrétiens. C'est un massacre de chrétiens par des islamistes. Et ça n'intéresse personne. Lorsque sont venus me voir
des représentants d'une ONG chrétienne qui sont venus m'alerter sur cette histoire, je suis moi-même tombé des nues. Lorsque j'ai apporté les photos de mon premier reportage à Olivier Royan, directeur de Paris Match, on voit la scène dans le film, puisqu'encore une fois le film c'est un making-of aussi, il est tombé des nues. Personne ne savait. Le fait que des islamistes radicaux, des émules africains d'Al-Qaïda massacrent sur grande échelle des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, tout le monde s'en fout. Et je ne parle pas de l'Afghanistan, qui est une des dernières scènes du film, où je me suis trouvé à la veille de l'arrivée au pouvoir des talibans. Là aussi, c'est évidemment des islamistes radicaux projetant et aujourd'hui s'efforçant de mettre au pas une société civile musulmane qui était en train de trouver le chemin de l'islam des Lumières, d'un islam compatible avec la démocratie, de la libération des femmes, et une bande de gangsters islamistes qui s'appellent indifféremment les talibans, Al-Qaïda et même État islamique, ont décidé de mettre tout ça sous le boisseau. Et là, non seulement dans l'indifférence de l'Occident, mais avec la complicité de l'Occident, puisque ce sont les États-Unis d'Amérique sous la présidence Trump, puis sous la présidence Biden, les deux ensemble, comme une sorte de joint venture, qui ont décidé cet abandon honteux des femmes afghanes à leur bourreau. Oui. Alors, messieurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez juste conclure? Parce que sinon, on va marquer. Non, c'est fini. Alors, on va marquer une petite pause. On va parler de l'Europe, des migrants. Dans la deuxième partie de cette émission, ne bougez pas. De Sans Interdit. Merci d'être resté avec nous. Cette émission ce soir est consacrée aux idées d'extrême droite. On essaie de comprendre comment ces idées ont franchi un cap. Elles occupent l'espace public, l'espace médiatique en voie de normalisation. Elles font monter les audiences pour certains. Et aujourd'hui, être réactionnaire, c'est le nouveau cool. Alors pour en débattre, nous recevons Bernard-Henri Lévy, invité d'honneur du Festival du film juif de Jérusalem, où il présente son film Une autre idée du monde. Et si vous avez raté la première partie de cette émission, elle est déjà dans le replay. Maintenant, on va s'intéresser à l'Europe parce que ce phénomène n'est pas circonscrit qu'à la France. Alors entre dans la discussion Sylvain Kahn, professeur agrégé d'histoire, docteur en géographie, enseignant à Sciences Po, que vous lisiez Le Monde, Le Figaro, Libération, entre autres. Vous êtes forcément tombé sur l'un de ces articles. Sylvain Kahn vient de ressortir l'histoire de la construction de l'Europe de 45 à nos jours, au PUF. Et puis nous aurons également le point de vue de Victor Voilet, blogueur, politique, 22 ans, normalien, du site Le Vent se lève. Messieurs, rebonsoir. Bernard-Henri Lévy, l'an passé, vous avez sorti un documentaire avec vous sur l'Europe, qui était un documentaire très intéressant, Little Europe, Princess Europe, dans lequel vous faisiez montre d'ailleurs de beaucoup d'autodérision, et c'est pas mal de le signaler vous concernant. Mais plus sérieusement, en 2015, 175 km de murs aux frontières de la Hongrie, récemment des barbelés, des murs en Pologne, frontière de la Biélorussie. Comment justifiez-vous ce qui se passe maintenant aux frontières de l'Europe? Et je ne parle même pas des éditorialistes sur les plateaux télé français qui se posent la question si on doit tirer ou pas. Je trouve ça inacceptable d'une part, et je trouve que c'est le contraire, c'est suicidaire pour l'Europe, parce que c'est le contraire des valeurs sur lesquelles l'Europe s'est fondée. Vous savez, il ne faut jamais oublier que Europe, c'est le nom d'une petite princesse de la mythologie grecque, qui était déjà à sa manière une migrante, et dont le trajet d'ailleurs sur les épaules de Zeus transformé en taureau ailé ressemble à s'y méprendre au trajet de ces migrants qui arrivent, alors pas ceux qui sont jetés aujourd'hui par ces salopards de Loukachenko et Poutine sur les frontières de la Pologne, mais ressemble à s'y méprendre au trajet des Syriens
qui arrivent sur les côtes de Lesbos et que je montre dans mon film, dans Une autre idée du monde. Princesse Europe, l'Europe c'est ça. L'Europe, elle fait le trajet des migrants qui arrivent à Lampedusa ou qui arrivent à Lesbos. Donc pour moi c'est injustifiable, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est le signe d'une Europe qui ne sait plus qui elle est, qui ne sait plus où elle va et qui ne sait pas d'où elle vient et qui par conséquent se condamne à mort. Cette affaire de migrants qui ne fait que commencer, elle est cruciale pour l'identité et l'altérité de l'Europe. Sylvain Kahn, bonsoir, merci. Voilà, vous êtes focus sur l'Europe. Selon vous, à quel moment ça a basculé ? On peut prendre cette année 2015 comme une année, non pas une année charnière, mais une année symbole, parce que c'est cette année-là qu'il y a eu le plus d'arrivées, disons, au sein de la décennie 2010, de personnes migrantes qui fuyaient des difficultés politiques, militaires, et qui cherchaient refuge en Europe. Mais il faut bien avoir en tête que, grosso modo, c'est depuis le début des années 2000 qu'il y a, on va dire, un mouvement migratoire continu, et puis on peut encore élargir la focale et bien avoir en tête que pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, certains pays d'Europe ont été connus pour être des pays d'émigration, on pense en particulier au Portugal, à l'Italie ou à la Grèce, et puis vous avez un basculement à l'échelle historique qui est que depuis, on va dire, une trentaine ou une quarantaine d'années, l'Europe dans son ensemble, tous les pays, y compris l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, sont devenus des pays d'immigration. Et donc, dans une certaine mesure, c'est pas tellement les nombres qui, font qu'il y a vraiment une nouveauté. Vous savez que les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés ou les chiffres de tous les centres de recherche qui travaillent sur le flux migratoire témoignent en fait que finalement, en Europe, ou l'Europe, que ce soit l'Union européenne ou le système territorial européen, finalement, le nombre de migrants qui viennent en Europe chaque année ou qui vivent en Europe est relativement modeste par rapport aux autres zones du monde. Et pourtant, il y a des barbelés, pourtant, il y a des murs. Oui, mais il faut bien avoir le tableau en tête. 90% des flux migratoires dans le monde... Parce que les gens ont des barbelés autour du cœur. Sud. Voilà. Donc il faut, c'est important, si vous voulez, que les Européens, si vous voulez, on pourrait dire surréagissent à cette situation migratoire, notamment parce que historiquement, à l'échelle de la longue histoire, elle est nouvelle. Alors ensuite, il faut à partir de là chercher à comprendre et à expliquer ce que signifie effectivement l'érection de murs comme politique migratoire principale, même si, encore une fois, la politique migratoire des Européens ne se réduit pas aux murs et aux barbelés, c'est important de le dire. Sylvain Kahn, on va laisser réagir Eddy Chouraqui, puis vous nous expliquerez après ce point-là. J'entends tout ce qu'on dit, évidemment, quand on parle de l'immigration et quand on voit ces images poignantes de gosses dans les bras de leurs parents, j'entends tout ce qu'on dit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de balayer d'un revers de main. Je vais me faire un peu l'avocat du diable pour essayer de secouer vos consciences. On ne peut pas faire l'économie de se dire, mais que va-t-il se passer ? Est-ce que cette vague migratoire... et je suis certain qu'il y a d'autres solutions que de laisser les migrants à la frontière derrière des barbelés, évidemment. Je suis certain que vous, Valérie, comme vous sans doute, sont demain capables d'ouvrir les portes de leurs appartements et de leurs salons pour mettre des migrants sur le canapé et dans la cuisine. Mais une fois que ça a été dit, qu'est-ce que va faire l'Europe ? Qu'est-ce que va faire l'Europe de ces gens qui arrivent, qui sont dans le désespoir ? Qu'est-ce que va faire l'Europe ? Je reviens au film de Bernard, de ces migrants, parmi lesquels ces salopards de Poutine et des autres nous glissent d'autres salopards qui viennent mettre le poison dans nos sociétés. Comment ? Il ne suffit pas de dire c'est ignoble de faire ça. Je pense que notre devoir à nous, qui essayons de réfléchir, est d'essayer de trouver des solutions. Quelles sont les solutions ? Les solutions, évidemment, elles ne sont pas à court terme, elles sont à long terme. Et elles doivent démarrer maintenant. Au lieu de perdre du temps à se poser les questions, pourquoi ne pas
monter une instance européenne de la migration. Je lance des idées évidemment qui sont une fois de plus utopiques, mais l'utopie trouve toujours sa place. Pourquoi ne pas lancer une instance de l'immigration pour dire non seulement il faut aider les migrants à trouver leur place en Europe avec un numerus clausus, je pense, mais aussi il faut régler les problèmes sur place. Et ça n'est pas en abandonnant les Afghans, ça n'est pas en abandonnant les Nigériens, ça n'est pas en abandonnant les Kurdes, ça n'est pas en abandonnant tout ce que nous montre Bernard dans son film qu'on réussira à faire ça. Voilà, moi c'est ma première réflexion. Bernard-Henri ? D'abord, je pense que le poison, nous ne l'importons pas avec les migrants. Le poison, il est déjà là. Vous vouliez parler de l'extrême droite. On va en parler, oui. L'extrême droite, pour moi, oui. Pour moi, c'est un poison et il n'a pas besoin des migrants pour être là. De même que vous avez un antisémitisme sans juifs dans certains pays, de même vous avez une haine des migrants sans migrants et vous avez un poison sans déclencheur. La deuxième chose, je suis d'accord avec Elie Chouraki, vous savez, pour ce qui est de la vague de migrants actuelle, question que vous avez posée tout à l'heure à votre autre invité. La date, c'est pas tellement 2015. 2015, c'est le moment, au contraire, d'un beau geste généreux, historique, kantien, d'une grande dirigeante européenne, qui est Madame Merkel. La vraie date, à court terme, là, dans la séquence récente courte, c'est 2011. C'est-à-dire, c'est le moment où nous avons décidé de nous laver les mains de l'abominable guerre, pas la guerre civile, de l'abominable guerre contre les civils lancée par le dictateur Bachar el-Assad partant à l'assaut de son propre peuple. Le jour où nous avons décidé que ce n'était pas notre affaire, le jour où nous avons abdiqué notre responsabilité géopolitique, notre responsabilité de grande puissance, nous l'Europe, nous l'Amérique, nous Israël aussi d'ailleurs, le jour où nous avons décidé d'abdiquer tout cela, il était écrit, parce que c'était le projet de Bachar el-Assad, qu'un pays tout entier, un grand pays de haute civilisation qui est la Syrie, allait se vider de sa population. Je ne parle même pas des 400 ou 500 000 morts que compte aujourd'hui ce massacre, mais je parle des millions de déplacés, de millions de réfugiés qui sont parqués dans des camps en Turquie, entre les mains d'un Erdogan qui se fait un plaisir parce qu'il hait l'Europe et parce que, comme Poutine, il a pour objectif et ambition de déstabiliser l'Occident et les démocraties, qui va s'en servir comme d'une arme de chantage. Donc, la vérité, c'est que, bien sûr que la question, c'est pas de savoir comment on fait avec les 4000 pauvres enfants et femmes qui se pressaient il y a quelques jours aux frontières de la Pologne. Ça, c'est facile, ça, c'est rien. Et ça, là, l'honneur de l'Europe aurait été de les accueillir inconditionnellement, ces 4000 ou 5000. Inconditionnellement. Et dans le même mouvement de punir Loukachenko et son maître Poutine inconditionnellement aussi. La vraie question, c'est 2011, c'est le début de cette guerre que nous avions la possibilité de contrarier. La vraie question, c'est cette misère et ces déserts que nous laissons croître dans des continents entiers. C'est ce changement climatique que nous ne voulons pas voir venir et qui va créer des migrations dont les phénomènes actuels ne sont que le prologue et que nous aurions le moyen d'empêcher. Le vrai problème est là. Je suis d'accord. Sylvain Kahn, peut-être une réaction. Juste Valérie, juste avant la vérité, c'est où sont les Nations Unies? Mais les Nations Unies, dans le vrai sens du terme, les grandes Nations Unies de l'après-guerre, celles qui tout d'un coup voulaient se rassembler pour reconstruire la planète, pour reconstruire le monde, son économie, après cette guerre qui nous avait déchirés, qui avait fait des millions de morts et surtout dont nous avions été, nous les Juifs, les plus meurtris.
toutes ces nations, où sont ces nations? Les États-Unis, l'Europe, ou l'Inde peut-être, peut-être même la Chine, pourquoi pas, si on peut rêver, même si c'est pour l'heure une dictature. Où sont ces nations qui peuvent aider les pauvres peuples à se redresser, reconstituer? Il y a un pays que je connais bien qui est le Kenya, qui il y a quelques années était un pays à l'abandon. Et tout d'un coup, un gouvernement kényan s'est mis en marche et en une décennie, le Kenya est devenu un pays merveilleux à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des hommes de bonne volonté, aidés par les Nations Unies, aidés par les États-Unis, un peu par l'Europe, qui ont réussi, et par la Chine d'ailleurs, qui construit maintenant là-bas beaucoup de routes et qui s'empare évidemment de certaines choses, mais qui aide à la reconstruction du pays. Voilà ce qui nous manque. Ce sont des Nations Unies qui aident les autres pays du monde. Sylvain Kahn, est-ce qu'on peut dire que la crise du Covid en Europe a aussi favorisé la droitisation des idées? Il y a eu des dizaines de millions d'Européens au chômage technique, 9 pays qui ont confirmé leurs frontières. Est-ce que c'est cette réappropriation de la souveraineté qui finalement a favorisé ou a nourri les idées d'extrême droite? S'agissant de la réponse à la Covid, si vous voulez, je crois, et le résultat des élections en Allemagne l'a montré, comme le débat électoral en Allemagne, mais aussi en Italie, que la réponse des Européens et des autorités européennes nationales comme communautaires, au sens de Union européenne à la Covid, ont plutôt rassuré les Européens, ont plutôt convaincu que l'Europe servait à quelque chose et que, comme dans les Trois Mousquetaires, on était beaucoup plus fort unis, chacun pour tous, que chacun dans son coin. Donc moi, il me semble que c'est plutôt l'inverse, s'agissant de la Covid. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a actuellement, ça peut paraître paradoxal, mais dans un certain nombre de pays, il y a plutôt un plateau, voire un reflux, si vous voulez, des idées néoconservatrices ou d'extrême droite. En raison de la politique vaccinale, en raison de la manière dont le chômage technique a été mis en place. Aujourd'hui, le chômage baisse à nouveau. Vous voyez, voilà. Donc, je pense qu'il y a des phénomènes qui peuvent paraître contradictoires, assez difficiles à comprendre, parce qu'on a en même temps un raidissement, comme on peut le voir en Pologne, mais le gouvernement polonais est un gouvernement, disons, national-conservateur, qui, paradoxalement, n'est pas très représentatif de l'ensemble des gouvernements des 27 États membres, vous voyez. Bernard-Henri Lévy, on va revenir un peu sur le territoire français. On n'aime pas trop les sondages dans cette émission, mais enfin on a noté qu'il y avait à peine 8% d'intention de vote chez les jeunes pour Zemmour. Comment nous pouvons parler à cette génération? Comment les convaincre? Comment les ramener sur le terrain de la démocratie et non pas sur des idées d'extrême droite? Il faut leur rappeler inlassablement que les politiques d'extrême droite retrécissent la pensée, retrécissent la France, amenuisent chez ceux de votre public qui se reconnaissent dans le judaïsme l'idée même de l'être juif. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est de cela qu'il faut être conscient. Moi, quand je vais dans les tranchées ukrainiennes ou quand je vais dans les zones de guerre en Libye, je vais plaider la cause de la France. Vraiment, je vais en français adresser une parole française et j'espère apporter une minuscule illustration à la grandeur française. Lorsque je vois l'extrême droite en France qui s'enferme dans des espèces de débats mesquins, une conception de la France minable et rabougrie, je crois qu'ils font du mauvais travail. Je crois qu'ils donnent une mauvaise image de la France et qu'ils rétrécissent la France. Bon, je voudrais qu'on écoute le point de vue. C'est ça moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer, en tout cas, aux jeunes gens avec lesquels il m'arrive d'être en contact. Je voudrais qu'on écoute le point de vue de Victor Voilet, c'est notre blogueur politique du Vent se lève. Il a 22 ans, il est normalien. On lui a demandé pourquoi la jeunesse, ou en tout cas une certaine jeunesse, était poreuse à des idées d'extrême droite. Comment expliquer l'impression qu'on peut ressentir que ces idées toucheraient de plus en plus de jeunes? Je pense qu'il faut, à ce titre, prendre en compte un élément radicalement nouveau dans la manière de faire de la politique aujourd'hui, et en particulier des campagnes présidentielles, c'est le numérique. En réalité, les jeunes qui soutiennent avec Zemmour sont extrêmement présents en ligne, par des pages, des éléments de soutien, et tout comme Trump,
Zemmour constitue un élément de viralité. Ses prises de parole, son image même, est souvent détournée à des fins justement de soutien, pour mettre en avant ce qu'il est et ce qu'il dit. Et de fait, il faut avoir des réflexions, selon moi, beaucoup plus approfondies sur l'impact du numérique aujourd'hui en politique, puisque les idées qui ont le plus de chances d'avoir réellement un écho sur les réseaux sociaux sont celles qui sont en rupture radicale avec un ordre moral, social, traditionnel. C'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Pour le dire un peu plus rapidement, aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de toucher des millions de personnes sur les réseaux sociaux en ayant un discours extrêmement nauséabond sur la résistance, sur l'immigration, en se prenant pour le nouveau Rebatté, plutôt qu'en parlant de justice sociale, de réduction du temps de travail et en faisant une démonstration logique. C'est quelque chose qui est, selon moi, extrêmement important d'avoir à l'esprit, qu'il est difficile d'appréhender, mais qu'il faut regarder en face et que les partis de gauche feraient bien aussi d'intégrer. Une réaction ? Non, non. Vous savez, l'extrême droite, enfin, c'est d'une banalité. L'extrême droite, c'est notre ennemi. Moi, je suis pas sûr de... Allez-y. L'extrême droite, c'est notre ennemi. L'histoire des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut, pardon Bernard, je vais être rapide, il faut juste avoir conscience que le danger est partout, que le danger des idées d'extrémisme est un danger tragique et qu'il faut lutter contre. Voilà, c'est tout. Bernard-Henri Lévy. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr de tout ça. Vous savez, je suis relativement attentif aux réseaux sociaux, à la sphère numérique. Il y a tant de faux comptes, il y a tant de tweetos qui fonctionnent en meute, que je ne suis pas sûr que cela soit si significatif que ce que l'on dit. Et en revanche, je vois le nombre de jeunes gens qui aujourd'hui se mobilisent par exemple pour la cause ouïghour. Je vois le nombre de jeunes gens qui, lorsque mon film a été diffusé sur les grandes chaînes de télévision françaises, qui l'ont vu et qui l'ont commenté, je ne suis pas sûr que le numérique soit le piège que vous nous dites, monsieur. En partie, bien sûr, mais il y a un effet d'optique. Il y a un effet d'optique. Moi, je suis l'une des cibles, souvent, de cette extrême droite sur les réseaux sociaux. Et j'ai des gens qui ont analysé ça pour moi. Il y a une telle proportion de bidons dans ces hordes de Twitter, une telle proportion de bidons que ça devrait nous amener à relativiser beaucoup les choses. Voilà, moi je crois très profondément ça. Et en revanche, il n'y a pas de bidon quand vous voyez une viralité positive autour du martyr ouïghour et de la nécessité de s'opposer à la dictature chinoise. Là, les jeunes qui se mobilisent, ce sont des vrais. Bernard-Henri Lévy, il nous reste plus beaucoup de temps. On a longuement, évidemment, traité votre éditorial du Point sur Éric Zemmour et ce qu'il faisait aux non-juifs. Et c'est marrant parce que pour préparer cette émission, j'ai revu un plateau dont n'est pas couché qui datait déjà d'il y a 11 ans. Il y avait tout le monde sur ce plateau. Il y avait Yann Moix, il y avait Arnaud Klarsfeld, il y avait vous, il y avait Zemmour, bien sûr. Et il vous faisait déjà le reproche de déchirer le pacte républicain. Ma question, c'est comment expliquez-vous son acharnement laïque ? C'est pas un acharnement laïque. Son vrai acharnement, c'est désigner des Français en les qualifiant de traîtres. Son vrai acharnement, c'est un acharnement dans la cruauté vis-à-vis des migrants. Son vrai acharnement, c'est un acharnement à dire à ses compatriotes juifs que le judaïsme n'est plus conciliable avec le patriotisme français. Ça, c'est un point qui est très peu souligné. Vous savez, quand Zemmour répète comme ça, comme un disque rayé, la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, tout accordé aux Juifs comme individus, rien leur accordé comme nation. Ce que ça veut dire en vrai, c'est qu'il efface des décennies de progrès qu'ont accompli les Juifs de France et les jeunes Juifs de France aujourd'hui, qui leur permet d'être des bons patriotes et d'être soucieux du non-juif, de l'étude juive et de la pensée juive aussi.
Ça, c'est un des traits qui me choque le plus chez Zemmour. Moi, ça fait 40 ans que je me bats, depuis un vieux livre qui s'appelle Le Testament de Dieu, pour dire qu'on pouvait être un vrai Français et approfondir sa connaissance dans la pensée juive, être solidaire de l'État d'Israël et vivre son judaïsme. Ça, dans la France de Le Pen ou de Zemmour, cette France faussement laïque, alors ça s'abrite en effet du nom du laïcisme, ça devient impossible. Et en effet, tout accordé comme individu, rien accordé comme nation. C'est ça le vrai acharnement derrière le drapeau d'une soi-disant laïcité. Mais comment expliquez-vous le parcours de ce petit juif d'Algérie, de ses associations sulfureuses, de son rapport par exemple à Vincent Bolloré, qui est un breton bretonnant? Comment expliquez-vous ces liens au nom de cette France, sa France idéale? Moi, le parcours de Zemmour m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, vous savez, c'est que les antisémites en France, les antisémites français, ils rêvaient d'un juif qui leur dise Alfred Dreyfus, finalement, était pas si innocent que ça. Les antisémites français rêvaient d'un juif qui leur dise mais voyons, Vichy était l'allié du général de Gaulle, c'était deux manières de protéger les juifs et de protéger la France. Les antisémites français rêvaient d'un juif venant leur dire il y a un problème de double allégeance chez les juifs. Est-ce qu'ils sont français ou est-ce qu'ils sont israéliens? Et qu'est-ce qui se passe quand ils vont faire enterrer leurs enfants ou leurs petits-enfants à Jérusalem? Est-ce que c'est pas un geste hostile à la France? Eh bien, tout ça, dont rêvaient les vrais antisémites que je connais, que j'affronte depuis longtemps, qui m'ont bien souvent désigné comme une cible, tout ça, hélas, il appartient à un juif, Éric Zemmour, de le leur apporter sur un plateau. Et la vraie, l'une des infamies de ce candidat, dont je pense par ailleurs qu'il va se dégonfler, je vous en fais le pari aujourd'hui, cette bulle va se dégonfler très vite. Mais l'une des choses que moi je ne lui pardonne pas, c'est cela. Nous étions quelques-uns. Moi je me soucie du destin de la France, mais je me soucie aussi du destin des Juifs français. Ils me semblent bien souvent en péril. Tout le travail qui avait été fait depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, pour lutter contre l'antisémitisme en France et pour lutter contre les préjugés, j'ai l'impression qu'il y a là un incendiaire de petit calibre qui est en train de défaire ce travail-là. Et ça, c'est vrai que ça me met en colère et ça me chagrine. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, merci. Pour aller plus loin, bien sûr, il y a votre film, Bernard-Henri Lévy, Une autre idée du monde, qui est projeté au Festival du film juif de Jérusalem, qui se termine le 2 décembre. Princesse Europe aussi, qui est très édifiant. Le livre de Sylvain Kahn, La construction de l'Europe depuis 1945, c'est publié au PUF. Le pays des Européens aussi, avec Jacques Lévy et Odile Jacob. On note le très intéressant roman de Côme Martin Carle, La réaction, c'est l'histoire d'un jeune d'aujourd'hui qui grenouille dans le renouveau réactionnaire et les groupuscules catholiques intégristes, ça c'est chez Gallimard. Chérie, j'ai redressé la droite d'Olivier Beaumont, d'Anathalie Chuc chez Lafon. On note également la bande dessinée Seydou en quête d'asile, c'est l'histoire vraie d'un jeune Guinéen réfugié à Lille et c'est publié aux éditions Stankis. Et enfin, l'ouvrage de Marie-Françoise Colombani, Clarisse Quillet et Damien Routot. Celles que j'ai laissées, ce sont des témoignages d'une quinzaine de mineurs isolés étrangers et c'est publié chez Actes Sud. Et enfin, on ne peut que recommander l'exposition Picasso l'étranger parce qu'on est toujours étranger quelque part. Ça se passe au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Voilà. Merci à beaucoup, messieurs, et à dimanche prochain.